Bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup d'être présents, nombreux et nombreux parmi nous. Est-ce qu'il serait possible d'afficher le PowerPoint, s'il vous plaît? Génial. Merci. Bienvenue donc à ce temps d'échange. Je m'appelle Arnaud Revaux, je suis architecte urbaniste à Nice. Je suis chargé par la Fondation Jacques Rougerie d'animer deux tables rondes et je remercie de me faire confiance, en tout cas sur ce temps d'échange. Merci Jacques et à la Fondation sur l'organisation de ces événements. Dans le jury de la Et je suis dans le jury de la Fondation. On a la chance aujourd'hui d'avoir une table haute en couleurs avec de grandes personnalités et des sujets très nombreux qui vont nous être présentés. On a une demi-heure, donc les paroles vont être concises mais complètes. On va parler de beaucoup de choses. Simple présentation rapide et encore un grand remerciement à Jacques Rougerie, architecte, océanographe, académicien, fondateur de la Fondation Jacques Rougerie et présent à l'Académie des Beaux-Arts. Tu m'en voudras pas, j'imagine qu'il y a d'autres titres que je loupe très certainement. Mais en tout cas, merci car c'est grâce à toi et à la Fondation qu'on peut organiser ces événements dans le cadre de l'UNOC. Carlos Moreno, tu es directeur scientifique de la chaire de recherche en entrepreneurial des territoires et innovation à Paris-Sorbonne et membre de l'Académie des technologies. Merci également d'être avec nous. Damienne Provitolo, tu es là. Directrice, tu es chercheuse au CNRS et directrice de recherche. Tu es également présidente du Haut Conseil local au climat et de la biodiversité de la métropole Nice-Côte d'Azur et directrice adjointe de l'IMRED de l'Université Nice-Côte d'Azur. Merci d'être avec nous. Et au-delà de ça, on travaille ensemble régulièrement. Et Jean-Christophe Ndongo qui arrive tout juste. Merci d'être avec nous. Tu es architecte et président de l'Ordre national des architectes du Cameroun. Tu vas nous apporter ton point de vue sur une autre approche de l'aménagement. Et Maury Larivière, merci également d'être avec nous. Maury, tu es le cofondateur de l'école Big Design The Sustainable Design School, qui est à Cagnes-sur-Mer. Et tu vas, d'ailleurs, de nombreux étudiants sont avec toi aujourd'hui pour nous présenter les travaux que vous menez dans le cadre de l'école. La table ronde qui s'intitule donc comment la pluridisciplinarité et le multiculturalisme apportent ensemble des réponses adaptées à l'évolution des littoraux est un titre assez long en soi pour une table ronde, mais qui amène plein de sujets qui nous semblent extrêmement importants, en tout cas développés collectivement. Je pense que cette semaine va être vraiment poser le cadre, dans le cadre de l'UNOC, du grand défi mondial sur lequel on est tous collectivement appelés, en tout cas, à amener des réponses, qui est la question de l'adaptation de nos territoires aux enjeux du changement climatique et donc à l'évolution des littoraux. Un chiffre qui va certainement être rappelé énormément pendant cette semaine, c'est que 70% de la population mondiale en 2050 sera positionnée sur la bande littorale. Donc c'est à la fois un enjeu extrêmement fort et c'est aussi des questionnements qui nous poussent à inventer en tout cas le nouveau cadre de vie qui va être celui des générations futures. Ce qui est en même temps très enrichissant, c'est que finalement l'océan va être un des points qui va relier quasiment l'ensemble de l'humanité sur la question, enfin les questions d'aménagement qui vont nous être posées. Elles vont avoir des réponses différentes puisque on a des climats différents, on a des cultures différentes, on a un rapport à l'eau qui est extrêmement différent. Et ça nécessite donc de travailler à des questions d'adaptation qui sont de plus en plus plurielles, de plus en plus complexes et qui nous posent un cadre d'invention qu'il faut qu'on creuse ensemble. Et c'est le rôle de la Fondation Jacques Rougerie qui pousse justement depuis de nombreuses années des générations entières à œuvrer et à inventer ces nouveaux contextes et ces nouveaux cadres de vie qui vont faire notre quotidien dans le futur. C'est une fondation d'ailleurs que moi j'ai connu quand j'étais étudiant, puisque j'avais répondu également au concours auquel on avait été sélectionné par Jacques. Et donc je suis très heureux, en tout cas quelques années plus tard, d'être présent ici. Jacques, toi qui est un architecte qui aime la mer, comment est-ce qu'on se met à autant aimer la mer et en quoi, selon toi, justement, le changement et le nouveau paradigme qui est celui d'adaptation
fait qu'on doit adapter les cadres de vie au littoral et pourquoi ça nous bouscule. Si tu veux, il y a des micros là-bas, tu peux rester assis, ça marche. Plus agréable debout. Franchement, ça peut être. Voilà, non, tout à fait. En tout cas, je suis très, très, très ému, avec beaucoup de sincérité, de voir autant de jeunesse. Vraiment, c'est un grand bonheur. Et mon ami ici présent, Jean-Emmanuel Sauvé, président de l'Académie de Marine, ne va pas me contredire, parce que c'est vous qui allez bâtir les cadres de vie de demain face au littoral. Et comme vient de le dire Arnaud, 70% de la population mondiale, retenez ça, va vivre en 2050, c'est-à-dire, vous êtes tous bons en maths, il y aura 11 milliards d'individus, 70%, donc le long du littoral. Vous voyez, des enjeux, vous avez un travail magnifique à accomplir. Alors la mer pour moi, la mer majestueuse et puissante, depuis ma plus tendre enfance, me fait rêver. Et conservez vos rêves d'enfant, jusqu'au bout de votre vie. Alors la mer est à la fois une source inépuisable d'inspiration. C'est ce qu'on a vu avec Meryl dans ce jury merveilleux de design que vous avez mené. Une source d'inspiration, mais soyons, si nous avons des rêves, pragmatiques. C'est aussi un terrain d'épreuve incessant. À travers les âges... J'ai oublié de passer. Hop, tu passes. Alors, à travers les âges... Voilà, on n'a plus besoin de me voir. Voilà. À travers les âges, sur les continents, certaines civilisations ont osé défier l'élément aquatique, élevant des cités sur l'eau ou sur la mer. Évidemment, Venise, qui est la plus belle, Amsterdam, Suzhou en Chine, les villages lacustres des Bajau aux Philippines et bien d'autres encore. Ces villes sont des joyaux où l'art et la culture et l'environnement marin ne font qu'un. Aujourd'hui, la mer nous impose de nouveaux défis humains et environnementaux, mais nous ne devons pas tomber, et ça, je vous engage à ne pas tomber dans le catastrophisme, mais nous ne devons pas lutter contre la mer, mais vivre en harmonie avec elle. La mer nous pousse à repenser, donc un peu trop vite, non mais laisse, c'est bien, un peu, voilà, à repenser nos projets d'aménagement, non c'est parfait, et d'urbanisme, tu es parfait Arnaud. Intégrer la nature dans nos réflexions face à l'élévation, vous l'avez compris, du niveau des océans. Des territoires méditerranéens à tant d'autres littoraux à travers le monde, tels que l'atoll de Mopia, et je salue nos amis polynésiens ici présents, donc Cécile et toute son équipe. L'atoll de Mopia en Polynésie, en 2050, sera immergé comme beaucoup d'autres territoires. Donc, comme on le voit ici, pour éviter l'exode de 1500 habitants, pêcheurs évidemment, qui vivent en osmose dans ce territoire d'atoll. Nous avons, avec notre agence d'architecture, imaginé un projet audacieux. Déplacer le village au cœur du lagon avec un ensemble de cheminements et d'habitats flottants, bioniques, inspirés de la culture polynésienne. Et quelle culture! C'est le peuple de la mer, comme je vous ai dit hier soir, un peuple extraordinaire. Un peuple, il faut prendre l'exemple de la culture polynésienne pour comprendre la mer. Donc, ces structures que vous voyez d'urbanisme et d'architecture, évidemment, respectent les fonds coralliens. C'est pour ça qu'il y a ce dispositif enlacé. Il nous faut adopter une vision globale résiliente et durable pour favoriser l'échange de savoir-faire et d'adaptation des solutions locales. À l'échelle humaine, de la plus petite ville à la plus vaste, sur l'ensemble des cadres de vie littoraux, pour répondre à ces défis complexes de demain. Il est indispensable de penser à court terme et à long terme, comme on l'a dit, 2030, 2050, 2100, et voire au-delà. En anticipant les besoins futurs
et en imaginant des solutions évolutives. Ne pas rester dans le figé, toujours dans cette perspective de phasage. C'est dans cette optique de résilience et de transmission aux jeunes générations que j'ai créé la Fondation Jacques Rougerie en 2009. J'allais dire, un petit lapsus révélateur. Déjà, vous parlez. Eh oui. Pour promouvoir une approche intégrée de l'architecture en conjuguant, très important, en conjuguant art, science. Il n'y a pas de science sans art, il n'y a pas d'art sans science. Art, science, technologie, évidemment en lien avec la nature. Depuis que nous avons lancé ce concours international qui rassemble 150 pays au jour d'aujourd'hui et que dirige notre cher président Ahmed, donc avec un énorme brio sur les juniors ambassadeurs, 150 pays, je vous l'ai dit tout à l'heure, avec plus de 12 000 candidats. Nos concours encouragent une approche pluridisciplinaire. Là aussi, c'est important, pluridisciplinaire et multiculturelle pour les cadres de vie littoraux et le monde marin. Certains projets issus de cette initiative témoignent de l'alliance entre la nature et technologie bio-inspirée. Parfait. Par exemple, les juniors ambassadeurs, c'était, oui, mais c'est pas grave. Alors, vous les avez vus tout à l'heure en vrai, c'est quand même plus sympa. Alors, la photo suivante, voilà. Donc, par exemple, c'est très important. Ce projet est extrêmement intéressant parce qu'il est tout simple, concret, pragmatique. En se basant sur la mangrove, conçue pour protéger les côtes de l'érosion liée à la montée du niveau des mers, tout en favorisant évidemment la biodiversité, c'est en même temps des récifs artificiels. Cette démarche de biomimétisme qui allie l'intelligence humaine à la sagesse de la nature est au cœur des projets soutenus par la Fondation, ou ce projet d'un des lauréats qui propose la reconversion d'un village de pêcheurs en ville. Alors c'est la photo suivante, forcément. Voilà, un projet magnifique. En village aquatique situé dans le delta du Bangladesh, où les habitants sur pilotis sont conçus avec des matériaux locaux en bambou. Aujourd'hui, plus que jamais, il est impératif d'unir nos savoir-faire pour inventer un avenir où l'art, la science, la technologie et la nature se nourrissent mutuellement. Comme aussi ce projet au Japon, où une équipe japonaise nous a proposé de réensabler naturellement avec des technologies innovantes un cordon littoral dégradé par l'érosion. Ou encore ce dernier projet, cette initiative dans les Caraïbes visant à réhabiliter un delta dégradé tout en intégrant un développement urbain respectueux des écosystèmes lagunaires. Comme vous pouvez le voir, ce sont des projets à différentes échelles, urbaines, environnementales et dans le temps. L'avenir de nos littoraux ne réside pas dans des solutions d'urgence, mais dans notre capacité à adapter nos territoires aux défis futurs. Ce défi, nous devons le relever ensemble, en nous appuyant sur l'intelligence artificielle, en alliant créativité, science et responsabilité pour réenchanter nos vies actuelles et futures. Et je vous remercie avec un immense plaisir. Merci. Merci Jacques. Dans cette réflexion, justement, il y a l'approche du monde scientifique et de la façon dont, justement, on fait évoluer les méthodologies. Carlos, toi qui es dans le monde scientifique et qui produit donc de la théorie et qui accompagne justement ces questions d'aménagement, comment est-ce que tu vois, toi, l'évolution des méthodologies et de la question, justement, de l'avenir de ces littoraux? Eh bien, merci beaucoup. Good afternoon for everyone of English speakers. Buenas tardes. Je vais parler en français, bien qu'il y a beaucoup d'anglophones. Et j'ai 4 minutes et je m'excuse d'avance parce qu'on est nombreux. Et en plus, je dois prendre un taxi à 18h. Il y a une grève
je pars à Venise pour la Biennale, donc voilà, vous m'excusez si jamais je dois partir en cours de route. J'ai déjà mangé 30 secondes. Voilà, donc je voudrais dire dans les 3 minutes et demie qui me restent que cette discussion que nous avons aujourd'hui, il est au cœur de l'avenir, tout simplement, de notre humanité, de notre civilisation. La mer a été avant nous, la civilisation humaine telle qu'elle la connaît aujourd'hui, et les ira après. La question c'est, est-ce que nous serons capables de rester plus ou moins longtemps en fonction de notre mode de vie? Il y a une menace évidente. La majorité de la population vit dans des villes, et tu lui as dit, de plus en plus, ce sont donc des habitats qui sont sur la côte. Tu l'as rappelé, à l'horizon 2050, 70%. Ce qui aujourd'hui est en question, c'est essentiellement nos modes de vie par rapport à l'habitat qui s'est fait dans une interface entre la mer, la ville et son intérieur, donc ce qu'on appelle l'interland. Je l'ai dit quand on a fait le lancement de la mer avec Jacques et nos amis à La Réunion, je crois. La vraie problématique aujourd'hui qui se pose, est-ce que nous serons capables de gérer cette interface, donc l'écosystème de la mer et sa biodiversité, son rôle des amortisseurs de la montée de température qu'aujourd'hui on perd, on le voit en Méditerranée, puisque les températures sont en général toujours plus hautes que l'année d'avant, mais les contacts avec la côte s'est traduit également par rapport aux difficultés qu'on a vers l'intérieur dans nos modes de vie qui sont à chaque fois avec de plus en plus des impacts parce que nos villes se développent, grandissent et grandissent donc vers l'intérieur avec tous les problèmes écosystémiques, artificialisation du sol et perte de la biodiversité, plus des déplacements importants, dépendance à la voiture, pollution automobile par le CO2 et pollution de l'air également par les particules fines, avec en plus, y compris dans des zones à l'intérieur, les rationnements d'eau, la difficulté à trouver de l'eau. Donc ces tableaux qu'on peut dresser de manière pessimiste, avec Jacques, on a toujours fait le pari, avec la Fondation, de le prendre du côté optimiste. Et avec Jacques, on sait qu'il n'y a qu'une seule manière de le prendre de manière optimiste, c'est vous, c'est la jeunesse. Nous, on est plus sur le départ que sur l'entrée. Il dit toujours la même chose. Mais c'est vous qui êtes aujourd'hui, en fait, les vrais relais. C'est vous qui êtes le vrai personne, hommes et femmes, qui pourront être aux manettes pour changer le mode de vie. Ne vous laissez pas emporter par les discours, d'une part du pessimisme, mais non plus par celui de la mitigation. Quand on dit la France se prépare à vivre à 4 degrés, non. On doit rester dans l'adaptation. Et je ne connais qu'une seule adaptation possible, et il me reste 45 secondes, qui est les changements de nos modes de vie. Donc, épargner notre biodiversité, respecter la nature, vivre en harmonie avec elle, développer des circuits courts, développer de la production locale, avoir des courtes distances, rompre la dépendance avec l'automobile, marcher, également faire du vélo, lutter contre les 3 grandes obésités du XXIe siècle, l'obésité des villes, l'obésité des voitures, à chaque fois de plus en plus grande, et l'obésité de nous tous par le manque d'activité, par l'absence d'activité physique. Et donc, ces écosystèmes, ce sont des écosystèmes de vie, et ils sont étroitement liés. C'est pour ça que je me réjouis que samedi, il y a le lancement de la coalition des villes côtières, parce que sans les villes côtières, la mer ne pourra pas se régénérer. Et sans une mer aussi, qui avec son écosystème de biodiversité se développe, on ne pourra pas assurer une vie paisible et harmonieuse dans les villes. Donc les jeunes, c'est à vous de jouer maintenant pour l'avenir, non pas de la planète, parce qu'elle vous survivra, il n'y aura même pas besoin de vous, c'est pour l'avenir, non pas les vôtres, mais celui de votre génération qui vient après, vos enfants et vos petits-enfants. C'est là où il y a les vrais enjeux aujourd'hui. C'est vrai que ce sont... Merci. Ciao. Merci. Merci. Allô. Ouais, merci.
C'est vrai qu'il y a donc des enjeux qui sont liés au moins sur 2 ou 3 générations, et même les générations qui vont suivre. Ça nécessite la complexité dont tu parles, de produire du savoir, de produire de la compétence aussi, et en même temps d'argumenter auprès des acteurs décisionnels. Damien, toi tu es à la fois dans le monde de la recherche, d'encadrement des chercheurs, et tu accompagnes les politiques aussi dans on va dire la mise en référence de certaines prises de position. Comment est-ce qu'on fait entre le temps de la recherche et le temps aussi de la décision politique pour manœuvrer dans ce changement ou une certaine urgence, même si on cherche le côté positif de la chose, une certaine urgence en tout cas arrive face à nous. Merci Arnaud. Bonjour à tous, merci à la jeunesse d'être là. Donc moi je suis géographe, hein, je ne suis pas architecte. Et donc je travaille sur les risques, les catastrophes, l'adaptation des littoraux et des villes depuis maintenant une vingtaine d'années. Et je travaille beaucoup à l'interdisciplinarité. Je vais arriver après à ta remarque. Je crois beaucoup à l'interdisciplinarité. Je crois beaucoup au décloisonnement de la pensée pour réussir à trouver des stratégies d'adaptation sur différentes échelles de temps et d'espace. Là, tout à l'heure, on a vu énormément d'exemples d'architecture magnifiques qui nous font rêver, en fait, sur des espaces finalement assez restreints, avec des projets, le projet du nouvel habitat de pêche est vraiment splendide. Moi, en géographie, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est comment on passe du local au global, du global au local. Et une des grandes questions aujourd'hui, on dit toujours, l'adaptation, elle se déploie à l'échelle locale. Est-ce une certitude ? Je n'en suis pas sûre. Et j'en suis d'autant moins sûre que si nos politiques, nos États, en fait, ne favorisent pas par toute une série de législations, des stratégies d'adaptation, une volonté aussi de modifier nos modes de vie, de modifier l'économie, de modifier la pression sur les littoraux, ben, vous aurez beau faire toutes les actions que vous voudrez à une échelle locale et très individuelle, ça va un peu fonctionner, mais ça sera absolument non suffisant. Donc en géographie, on s'intéresse beaucoup à la complexité finalement et à ce jeu d'échelle, des jeux d'échelle qui sont complètement imbriqués les uns avec les autres, et donc on prend souvent des approches systémiques. Et les approches systémiques font que l'on travaille avec des géographes, avec des urbanistes, avec des aménageurs, avec des architectes, avec des économistes, avec des écologues, avec des chimistes, avec tout un tas de disciplines avec lesquelles on n'est pas toujours d'accord au départ, hein, mais avec lesquelles on va trouver des consensus pour essayer d'adapter les territoires au mieux. Adapter au mieux, ça signifie qu'il ne faut pas avoir une logique en silo, hein, une logique uniquement sur un type d'événement, mais prendre le territoire et les littoraux dans leur globalité. Et les territoires et les littoraux, ils ne sont pas partout identiques dans le monde. Les territoires des Alpes-Maritimes qui sont hyper urbanisés, avec ce qu'on appelle une urbanisation qui est horizontale, frontale, face à la mer, sont absolument pas les mêmes littoraux, je vais rester en France, que les littoraux bretons. Donc les stratégies d'adaptation, elles ne seront pas les mêmes. Et donc les projets d'architecture, et on l'a vu tout à l'heure avec vos photos à travers le monde, vous avez fait rêver, ne sont pas les mêmes. Et comment les politiques peuvent se saisir de ça ? Alors, ici à l'échelle locale, au niveau de la métropole Nice-Côte d'Azur, donc je préside le Haut Conseil local pour le climat et la biodiversité. Ce Haut Conseil local, il est constitué de 17 experts bénévoles, issus de disciplines complètement différentes. Vous avez le plaisir là aussi d'avoir Carlos Moreno, qui est membre de ce Haut Conseil local pour le climat et la biodiversité. Et donc, on a travaillé pendant toute une première année pour proposer des stratégies d'adaptation et donc pour rédiger un rapport court, facilement appropriable par les politiques, parce que l'entrée se fait aussi par les politiques. Faut quand même pas rêver. Je veux dire, il faut qu'ils se saisissent de ces questions. Et donc, on a produit un rapport où on a abordé différentes questions, la question de l'anticipation des risques. Mais quand on parle des risques, on parle de quoi ? Les risques extrêmes, brutaux, qui arrivent soudainement, sans signe précurseur ou avec très peu de signes précurseurs. Un tsunami, est-ce qu'un tsunami peut se produire ici sur le littoral azuréen ? J'adore faire ce petit test. Oui ou non ? Et j'ai pas le temps en 4 minutes, mais oui ou non.
Ou est-ce qu'on parle de l'adaptation des littoraux à une lente montée du niveau de la mer? Et les stratégies, elles ne sont pas les mêmes. Hein. Et si... Donc, pardon, ouais. non. Non, vas-y. Non, mais pour rebondir, c'est qu'effectivement la vision que tu amènes, qui est effectivement très française, en tout cas sur les questions là que tu poses. Peut-être qu'on peut faire rebondir justement Jean-Christophe qui est à côté de toi. Quel est le regard justement des architectes qui ont enfin, l'architecture est une des solutions de l'adaptation. Quel est ton regard, toi, sur la génération des architectes camerounais et la façon dont vous avez justement des questionnements qui seraient peut-être différents, enfin certainement différents des questions qui se posent en France. Et comment vous vous appropriez ces questions-là? Bonsoir déjà à tout le monde et puis merci Jacques de m'avoir invité à cette très intéressante table ronde. Je voudrais déjà dire que la jeunesse camerounaise a vraiment pris la mesure de ces problèmes, parce que je tiens à rappeler que déjà plusieurs jeunes architectes camerounais ont gagné des prix du concours Jacques Rougerie. Encore un jeune étudiant lors de la dernière remise des prix à l'Académie française à Paris en décembre. Donc c'est quelque chose qui... c'est un sujet sur lequel nous essayons vraiment de les sensibiliser. Et certains qui ne sont pas encore dans l'ordre sont déjà sensibilisés par les ambassadeurs juniors. Je pense que nous avons maintenant 5 ou 6 ambassadeurs juniors au Cameroun, par les concours que font les jeunes architectes et qu'ils gagnent. Donc c'est très intéressant. Il y a, nous avons fêté les 50 ans de l'Ordre national des architectes du Cameroun du 5 au 10 mai. Et d'ailleurs, nous avons fait... là-dessus, il y avait Amine de la Fondation qui était là, et donc conférence sur les juniors ambassadeurs. Et nous avons également inscrit 162 nouveaux architectes. 162 nouveaux architectes qui ont prêté serment. Et c'est vrai que nous leur avons parlé de ces sujets-là. Et la plupart sont vraiment sensibles. Alors, le regard que l'on a par rapport à ça est sensiblement le même. Aujourd'hui, nous avons des problèmes sur les littoraux, nous avons des problèmes de l'installation des ports, de gros ports sur nos ports avec T, hein, sur nos vous pouvez préciser, sur nos littoraux. Et effectivement, ce sont des éléments très pollueurs. Et en même temps, on en a besoin pour le développement. Donc maintenant, comment faire, sachant que nous avons des éléments forts comme ceux-là qui vont déstructurer la nature, comment faire pour justement qui ne déstructure pas trop cette nature. Le deuxième élément également, on a la pollution. Parce que quand vous allez voir les mers au Cameroun, la plupart sont sombres, ne sont pas bleues comme celles qu'on peut voir à Nice. Pourquoi? Parce que depuis les villes, il y a une forte pollution des affluents qui viennent se verser. Donc il y a vraiment un traitement en amont à faire pour que justement ces éléments-là ne fracturent pas la société au niveau des ports. Et l'autre chose que j'ai envie de dire, c'est que maintenant, il va falloir quand même qu'on réagisse. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses à faire, notamment dans ces parties-là, créer justement des écosystèmes qui, on sait, certains vont être abîmés par les ports, mais créer des écosystèmes, améliorer tout ce qui est durable. Et surtout, on peut développer avec de l'architecture, puisque c'est mon sujet, l'architecture durable. Mais l'architecture durable d'une certaine manière. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on doit avoir une frontière très forte de plusieurs kilomètres entre la mer et la ville. Et on doit construire aujourd'hui quelque chose qui peut vraiment... Parce qu'on a économiquement, les personnes qui vivent là doivent vivre justement. Donc, amener par exemple un tourisme écologique, qui est le tourisme de demain, qui serait écologique. Nous avons des forêts. Nous avons de fortes forêts, et donc avec les matériaux locaux, avec les matériaux pérennes, avec les matériaux durables. Et ce tourisme ne doit pas simplement être un tourisme d'un certain standard, mais peut toucher tous les standings d'hôtels. On peut aller du Palace, ça se fait déjà en Afrique australe, et puis après créer, parce qu'on a quand même des populations qui sont là, je parlais par exemple des populations pygmées que les gens viennent souvent voir, et créer des corridors pour qu'on puisse justement aller voir des corridors écologiques, pour qu'on puisse accéder à toutes ces populations. Donc, il y a un certain nombre de leviers comme ça sur lesquels on peut appuyer. Que je suis très touché, ça va répondre à la question que tu m'as posée tout à l'heure, parce que pendant longtemps, quand on apprenait dans les écoles de design, c'était des designers qui venaient raconter comment ils travaillaient, mais c'est plus possible aujourd'hui.
le monde de demain n'est pas celui que nous avons connu précédemment. Et une des idées maîtresses de l'enseignement, c'est d'écouter cette génération, d'écouter leurs intuitions, d'écouter leur vision du monde et de les accompagner dans les outils, dans les méthodes, dans les cultures, pour au contraire, pas leur imposer quelque chose, mais construire avec eux. Puis je peux vous dire que les idées, il y en a tous les jours. En plus, ils viennent du monde entier, comme chez toi. Et c'est un immense plaisir d'avoir des étudiants, voilà, comme une famille de frères et sœurs, même dans un monde qui parfois, vous avez des représentants de pays en guerre, mais qui s'adorent, qui s'entraident et qui sont là pour agir pour demain. Voilà, je voulais vous dire comme quoi j'ai été touché au quotidien par cette génération. Merci beaucoup. Merci à vous 5. Je sais que c'est assez frustrant d'avoir un temps court, mais en tout cas, les complémentarités d'idées étaient extrêmement importantes et ça brosse en tout cas le panel de problématiques et de solutions à apporter et à inventer collectivement. Je crois que c'est ce qu'il faut retenir et c'est en tout cas tous les points qui vont être présentés à la fois là dans le temps d'échange qu'on va avoir par la suite dans le cadre de l'Université des Océans, mais aussi dans les autres conférences que l'on va faire avec la Fondation sur comment justement une approche et une vision pluridisciplinaire apportent des solutions. C'est-à-dire comment en fait on écoute les autres et comment on observe les autres pour pouvoir aussi collectivement s'inspirer et faire évoluer en inventant. Et c'est tout l'enjeu en tout cas que l'on a collectivement apporté. Merci encore à la Fondation pour l'organisation de ce temps d'échange et on va justement passer à la mise en place de la présentation de l'Université des Océans qui va rentrer dans les cas pratiques qui sont inventés au niveau international. Merci encore à vous 5. Merci beaucoup, on peut les applaudir.